l'ère actuelle, la République démocratique du Congo, l'Afrique et le reste du monde est sévie par la pandémie à Covid-19. Quel engagement pour le parlementaire congolais, on en parle, mesdames, messieurs, aujourd'hui dans cette émission. Insécurité dans le sud Kivu. Quelle approche pour l'honorable Hilaire Kassousaki Kobia, toujours dans cette émission, mais également quelle place pour l'Alliance des forces démocratiques du Congo au sein de l'Assemblée nationale. Madame, messieurs, bienvenue dans la voix du législateur. Honorable Hilaire Kassousaki Kobia, bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour, messieurs les journalistes. À l'heure du confinement, comment vivez-vous cette période? En fait, c'est une période très complexe parce que la maladie nous est arrivée d'une manière imprévue et d'une manière où on s'attendait le moins, à des périodes ou à des moments où on s'attendait le moins, surtout qu'à peine on revenait de vacances parlementaires et à peine on venait de commencer la session, mais d'une manière brusque, pendant qu'on était dans nos logis, dans des maisons, on apprendra que notre arrivée à l'hémicycle était carrément interdite parce qu'il faudra prendre les mesures par rapport à la pandémie et Covid-19. Alors, on a été obligé de rester à la maison, mais aussi il n'y avait pas une orientation précise vis-à-vis des députés que nous sommes, mais on devrait prendre à notre niveau nos dispositions pour essayer de sensibiliser tant soit peu nos bases respectives de la manière dont la pandémie était en train de se disséminer. Et à travers cette situation, on s'était dit, bon, on ne pouvait pas se taire, il fallait soit passer à travers les médias pour sensibiliser nos bases respectives et que du reste, devrait prendre des mesures ou des précautions à travers les mesures barrières. Et c'est de cette façon que nous avons atteint nos bases respectives pour que cette pandémie ne règne pas ou ne prenne pas assez d'espace par rapport à sa dissémination. Voilà et de quelle manière certains députés se sont débrouillés, gauche-droite, soit avec des interventions ponctuelles de certains kits de lavage de mains et des solutions hydroalcooliques. Et juste une façon aussi d'informer la population de quelle manière il devrait se prendre par rapport à cette maladie, qu'il reste avec des mesures préventives pour qu'elle ne soit pas, pour que les personnes ne soient pas contaminées. Voilà, ce sont les éléments sur lesquels nous sommes plus appuyés. D'abord, cette sensibilisation pour nos bases, afin que notre population apprenne les mesures barrières, afin qu'ils puissent éviter la propagation de cette pandémie au sein de leur famille. Le docteur Denis Mukwege est coordonnateur de la commission sur la santé du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19. Ce dernier a rassuré que les 3 personnes infectées au sein de votre province dont vous êtes élu, 2 sont mieux portants et ont déjà quitté le centre d'isolement. Quel est donc votre avis par rapport à cette situation pandémique au Sud Kivu? Je vais commencer par féliciter ma province et surtout féliciter les autorités locales, mais aussi le coordonnateur des ripostes dans la province, qui du reste a fait preuve de sa maturité dans les domaines médicaux et du reste de sa technicité pour mettre fin à cette pandémie. Moi, je suis en train de les encourager. Je dis félicitations à Dr Mukwege, surtout pour avoir réussi à sortir les malades, sortir les malades qui étaient dans les conditions dont on s'imaginait le moins qu'ils pouvaient survivre, mais aujourd'hui ils ont recouvert la vie. J'ai dit coup de chapeau à Dr Mukwege et coup de chapeau au gouverneur des provinces pour le travail qu'ils sont en train d'abattre et faire de sorte qu'ils évitent évidemment la propagation de cette maladie dans notre province. Et de la même manière que nous saluons aussi la mesure prise par les chefs de l'État, parce que c'était une mesure courageuse. Et je félicite la bravoure du chef de l'État pour avoir fait de sorte que cette maladie ne puisse pas gagner de l'espace comme ça s'est fait ailleurs. Parce qu'il est vrai que dans notre ciel, il y a eu trop de pertes en vies humaines par rapport à la République démocratique du Congo.
Et cela, nous devons l'avouer, et c'est dû à la bravoure du chef de l'État et à son engagement pour que cette maladie, cette pandémie ne puisse pas gagner de l'espace dans notre pays. Et avec son engagement, nous avons pu sauver plusieurs vies humaines. Parce s'il n'était pas proactif, on perdrait beaucoup de gens en République démocratique du Congo. Puisque vous parlez de la bravoure du président de la République, et tant que député national, pensez-vous que l'heure est à un débat sur la constitutionnalité de l'état d'urgence, la convocation d'un congrès? En fait, la Constitution est claire là-dessus. En son article 85, si ma mémoire ne me trahit, et qui donne la latitude au chef de l'État dans des conditions d'urgence, de calamité, et si je ne m'abuse pas, qu'il pouvait prendre des mesures ou sortir une loi et qui lui permettait bien sûr de décréter une mesure d'urgence afin de protéger la population. Et cela fut fait parce qu'il avait convoqué aussi, il était au même mois avec le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, discutant du dossier. Et comme la loi lui donne la prérogative de sortir une ordonnance en la matière, cela fut fait. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient, surtout qu'il s'agissait d'une urgence de sauver des vies humaines. Parce qu'un président n'est président quand il y a des gens, mais quand il n'y a pas la population, il deviendra qui? Et pour toute autorité qui est censée gérer la population, il doit mettre en tête que celui-là, c'est parce qu'il y a un peuple, c'est parce qu'il y a une population. Et nous devons d'abord sauver la vie de la population avant de penser à nos guerres internes. Mais aussi, cette loi, elle est claire là-dessus. Par rapport au congrès dont on fait allusion, moi je pense que ce n'était pas le moment parce que les règlements intérieurs du congrès prévoient les circonstances dans lesquelles le congrès peut être convoqué. Et donc les législateurs et les juristes, je pense, sont mieux placés pour mener des discussions à ce sujet. Mais moi je pense que le chef de l'État est protégé par la loi. Il est protégé par l'article 85 de la Constitution qui lui donne le pouvoir de sortir l'ordonnance, de décréter ou de décréter un état d'urgence. Le président de la République est protégé par la loi. À son tour, il doit protéger son peuple. Je suis totalement d'accord avec vous, honorable. Alors maintenant, dites-moi, quel est le rôle d'un député pendant une période de crise sanitaire et surtout cette crise de Covid-19? En fait, le député, au niveau de la santé, il n'a pas un rôle. Son rôle, c'est plus contrôler tout ce qui a été déployé comme moyen pour le succès de cette pandémie qu'on est en train de combattre. En principe, cela viendra avec le temps. Mais aussi, le député, c'est un législateur qui est censé aussi être proactif pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement de temps en temps par rapport aux différentes lois qui n'ont pas sorti les mesures d'application par rapport qu'à des catastrophes. Donc moi je pense que là, le député doit aussi réfléchir ou demander à l'exécutif de réfléchir pour que les lois soient votées le plus rapidement possible. Mais cela n'empêche qu'un député fasse la sensibilisation vis-à-vis de la population. Parce que nous sommes l'émanation de la population. Nous sommes issus du peuple. Et si le peuple n'est pas là, eh bien, on ne sera pas élu. Donc nous sommes censés, à travers les mécanismes ou les mesures de sensibilisation, protéger nos bases et nos populations, en leur parlant surtout des mesures barrières telles qu'il a été édicté par l'OMS et aussi nous édicté par les autorités ou les présidents en commençant par le président de la République et par l'équipe de riposte qui est dirigée par le professeur Mouyembe et aussi avec l'ensemble du personnel soignant pour que nos compatriotes prennent des dispositions afin que cette maladie ne les atteigne pas et surtout
les mesures barrières sont des mesures simples et préventives sur lesquelles elles doivent s'appuyer notre population afin qu'elle ne soit pas atteinte par cette maladie. Et donc, pour les députés, la sensibilisation s'avère indispensable de la manière dont les uns l'ont réalisé, ou l'ont fait, en distribuant des kits de lavage des mains, ça j'encourage, en distribuant certaines solutions hydroalcooliques que nous encourageons, en leur apprenant les différentes mesures barrières pour que la maladie ne soit pas disséminée, surtout que c'est l'homme qui est le vecteur en principe de la maladie actuelle et Covid-19. Parce que c'est à travers ses salives, son éternuement, tout ça que les micro-organismes, le virus, restent en suspension et peut facilement être transmis d'une personne à l'autre. Et donc, je pense que le travail d'un député, dans un premier temps, peut se limiter à cette sensibilisation, parce qu'il n'est pas un personnel soignant, et encourager le personnel soignant à faire de sorte que cela trouve réellement une solution au sein de la population, c'est-à-dire que la pandémie soit freinée ou arrêtée à travers leur technicité et leur manière de soigner les personnes ou la population. Donc, doivent être engagés tel que le serment d'Hippocrate le dit. Effectivement. Alors, pensez-vous qu'un confinement serait nécessaire ou envisageable pour la province du Sud Kivu? C'est parmi les mesures barrières. Le confinement, c'est un moyen qui permet à ce que la population n'attrape pas la maladie. Et aussi la distanciation telle qu'elle a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi répliquée par les chefs de l'État et par l'équipe de riposte. Et la manière d'éternuer, et bien sûr cette distanciation quand on échange, comme nous le sommes actuellement. Donc moi je pense que nous devons être souples à intérioriser les mesures barrières, afin que cette maladie ne puisse pas avoir un espace important de la dissémination, mais aussi le temps de décimer tout un peuple comme elle a fait ailleurs dans d'autres siècles. Voilà, c'est pourquoi je me dis que nous devons tous, et les agents de la communication que vous êtes, les journalistes ou les professionnels de médias, et nous les députés, parce que c'est à travers vous que nous lançons nos messages pour que ces mesures barrières soient mises en application, et accompagner les chefs de l'État pour que réellement les chefs de l'État se sentent être accompagnés. Il ne faudrait pas qu'on pense que le chef de l'État, c'est un magicien qui doit entrer dans tous les coins, mais dès lors qu'il lance un mot, nous sommes appelés à l'accompagner afin que ces mesures barrières soient mises en application par l'ensemble de la population congolaise. Déjà, ces mesures barrières ont du mal à se faire respecter dans la capitale congolaise. Avec la situation de nos provinces que vous connaissez mieux que moi, pensez-vous que ça sera vraiment respecté, ou quelles mesures, quelles dispositions doivent être mises en place pour pallier à ce problème, suivant les normes ou les conditions de vie de la province du Sud Kivu? En fait, je pense que les autorités en place l'ont déjà décrété. Ils ont demandé le port des masques d'une manière obligatoire, parce que vous savez que la transmission, elle est plus à travers la salive et à travers les échanges et à travers la buée qui sort de la bouche des individus. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous avons à tenir compte. Moi, je pense que cette mesure préventive du port des masques s'avère indispensable. Et cela a été arrêté au niveau de la province du Sud Kivu par les gouverneurs des provinces, que je salue en passant. C'est une mesure vraiment efficace et importante, surtout que la population vit au quotidien. Et cette population est appelée à se déplacer. Nous n'avons pas assez de réserves, ou on n'a pas même de réserves au niveau des maisons. Nous sommes obligés de nous déplacer vers des petits marchés pour nous en procurer, et d'une manière quotidienne.
Et c'est à cette suite que je me dis que c'est vrai, ce n'est pas facile tenant compte des conditions de vie de nos populations, et surtout dans notre pays. Mais nous devons faire avec et faire de sorte que les mesures que nous prenons servent réellement à la protection de notre population. Entre autres, le port des masques. Et cette masque est nécessaire. Ça nous permet de nous éviter, bien sûr, l'absorption de ces microbes à travers les échanges qu'on pourra avoir avec certaines personnes qui, du reste, sont porteuses de la maladie. Mais aussi, c'est une façon de ne pas aussi contaminer l'autre si vous-même vous en êtes porteur. Et donc, je pense que c'est de cette façon que nous devons nous comporter et faire en sorte que le lavage des mains soit une mesure régulière, la façon d'éternuer à travers les coudes tel qu'il a été édicté par l'OMS des mers pour nuit inhabitudes, partout où on pourra passer. L'usage de la solution hydroalcoolique doit être de rigueur parce qu'à tout moment et à chaque niveau, mais aussi nous devons faire en sorte que même nos téléphones, nous puissions les nettoyer régulièrement parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, tantôt on touche certaines choses, on touche les téléphones, et vous devez savoir que la transmission de cette maladie est plus très sensible à travers la main, parce que c'est pourquoi on nous demande d'éviter d'éternuer au niveau de la paume de main. Parce que tout ce que vous dégagez, vous pouvez aussi l'aspirer ou toucher les nez, toucher la bouche ou les oreilles. Partout il y a les sphincters qui peuvent faciliter l'entrée facile de ce virus, vous serez facilement contaminé. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on donne des mesures préventives pour que cela ne vous atteigne pas et que vous soyez plus protégés avant peut-être de tomber par inadvertance devant une personne porteuse de la maladie. Donc, mesdames, messieurs, le respect des gestes barrières est indispensable. Le président de la République a le droit de protéger le peuple. Non, l'heure n'est pas au débat sur la constitutionnalité de l'état d'urgence ou de la convocation d'un congrès. Selon l'honorable Hilaire Kassousa Kikobia, je vous rappelle, il est cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, ancien vice-gouverneur du Sud Kivu entre 2018 et 2019 et aujourd'hui député national dans le plateau de la voix du législateur. Autre sujet, monsieur l'honorable, insécurité dans le Sud Kivu, c'est votre province d'origine. Vous êtes élu du territoire de Chabunda. Monsieur l'honorable, dites-nous, la province du Sud Kivu est une province dense et riche en ressources. Depuis la fin du XXe siècle, ne fait que subir des exactions, des attaques rebelles, des viols, des actes de banditisme. Dites-nous, est-ce une complicité de fils du terroir de cette partie du pays, comme l'affirment certaines opinions? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette question, elle est pertinente et importante parce qu'elle ronge toujours les cœurs des originaires de la province du Sud Kivu, aussi du Nord Kivu, mais plus de l'Est, s'il faut le dire. Depuis l'entrée des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, donc si j'essaie de remonter l'histoire, que la situation s'est dégradée à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela a suscité la constitution de plusieurs groupes armés à tendance d'autodéfense par rapport à cette situation. Et cela n'avait pas été bien maîtrisé et contrôlé parce que l'entrée des réfugiés avait facilité aussi l'entrée des armes et munitions et que sais-je encore. Et cela a été disséminé dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et qui du reste était objet de tueries, d'assassinats de ces réfugiés à la population locale. Qui du reste, la population locale ne pouvait pas se laisser faire. C'est créer des équipes d'autodéfense. Ces équipes d'autodéfense en premier lieu qui étaient considérées comme juste pour des raisons de protection de la population autochtone d'un contrée à l'autre ou d'une entité à l'autre. Et c'est propagé d'une manière incompréhensible en groupe armé.
Et quand ça s'est développé en groupe armé, ça a pris notre dimension. Et chacun pouvait s'imaginer qu'il pouvait gagner les pouvoirs à travers les armes, parce que les pouvoirs se retrouvaient au bout des canons en ce temps. Et cela est parti de cette manière, sans une mesure coercitive, contraignante, afin qu'on mette fin à cette propagation, tu peux le dire, des groupes armés au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Au-delà de cela, les efforts ont été fournis pour chercher à mettre fin, mais il s'est fait malheureusement aussi, plusieurs de ces jeunes gens qui se sont engagés n'ont pas d'emploi. Le manque d'emploi a suscité aussi cette organisation des groupes armés, parce que chacun pouvait se dire, bon, en bloquant une barrière quelque part, en rançonnant la population, je pouvais me taper quelque chose et faire ma vie et devenir un commandant quelque part et faire la loi dans un coin. Et donc, heureusement, les pouvoirs jadis en place, et de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, il avait fourni un effort considérable pour chercher à mettre fin à cette situation avec plusieurs réunions des groupes armés et plusieurs rencontres, plusieurs négociations, du reste qui n'avaient pas donné les résultats escomptés. Mais nous disons quand même qu'avec tout ça, nous pensons que c'est une situation gravissime et que les pouvoirs en place doivent surtout créer des mesures nécessaires pour que cela prenne fin. Et à mon humble avis, c'est la création d'emplois, c'est l'ouverture des routes. Ça sont des priorités. Et bien sûr, tout en s'en prenant à l'insécurité. Donc ces jeunes se livrent à ces actes de vandalisme faute d'emploi. La plupart, je vais vous dire faute d'emploi, la plupart. Et aussi, la plupart dans les milieux enclavés, faute de routes. Parce que quelqu'un peut ouvrir son champ et évacuer ses produits facilement au centre de consommation. De centre de production au centre de consommation, pas d'accès. Eh bien, les messieurs vivent comment? Donc vous voyez que ce sont des éléments sur lesquels nous devons en tenir compte, mais tout en passant et tout en présentant mes sincères condoléances d'abord dans un premier temps à la population de notre territoire d'Uvira, qui venait encore de connaître une calamité désastreuse qui a décimé plus de 1000 maisons et qui a endeuillé plus de 1000 familles, parce que tout ce qui a été enterré dans les décombres jusqu'à présent, ils ne sont pas retrouvés. Ce sont des constructions anarchiques tout au long de la rivière Kavivira et Mulongwe, si je ne m'abuse. Vous avez été dirigeant de cette province pendant une certaine période. Qu'avez-vous fait personnellement pour empêcher ces genres de catastrophes naturelles? Bon, en fait, la perte de vies humaines ne signifie pas qu'on ne présente pas d'abord les condoléances. Nous devons présenter, peu importe les conditions dans lesquelles les constructions ont été faites. D'abord, nous devons présenter les condoléances les plus attristées à notre population du territoire d'Uvira et aussi à la province du Sud Kivu et bien sûr à la nation congolaise tout entière. Parce que c'est la perte de la nation congolaise qui du reste devrait organiser aussi un deuil par rapport à cette perte vie, la calamité. Mais je reviens à ta préoccupation, celle de la construction anarchique. Certes, d'un côté, il y a la non-application de la loi, des mesures urbanistiques, non-respect des mesures urbanistiques. Il y a trop de complaisance. Il y a des sites impropres à la construction. Et ces sites, des fois, sont distribués d'une manière avec trop de légèreté pour des raisons mercantilistes à des populations et qui se trouvent dans des zones abruptes, donc à risque, que du reste, dès qu'il y a moindre pluie, eh bien, ça emporte. Vous savez, la topographie de la ville d'Uvira, certes, elle est complexe et compliquée,
qui nécessite aussi des mesures urbanistiques rigoureuses afin que cette population soit épargnée, bien sûr, de plusieurs calamités qu'ils ont connues il y a de cela plusieurs années. Et donc, aussi la délocalisation de la ville s'avère indispensable, vu la manière dont, puis-je dire, cette géomorphologie de la ville de Bukavu, disons, de la structure de la ville de Bukavu se présente. Parce que même si vous créez des canalisations, je pense que les canalisations reçoivent les tremplins de toutes les collines et ça déborde et ça emporte des maisons. Donc la population est informée de la situation. Et des fois, elle cherche à trouver des endroits où l'on ne peut pas l'atteindre, mais malheureusement, la ville est dans des conditions très complexes et compliquées par rapport à l'allure de la surface terrestre. Donc nous devons nous battre pour que nous puissions délocaliser la ville, chercher un endroit propice pour sauver les vies humaines. Et c'est sur cela que le gouvernement doit travailler. Parce qu'il ne faudrait pas assister. Certes, on peut assister aujourd'hui, on maintient les gens là-bas et on va encore les assister demain. Donc aujourd'hui, je pense aussi avec les niveaux d'eau de la montée du lac Tanganyika qui des fois déborde. Parce que j'ai assisté à maintes reprises au débordement du lac Tanganyika. Eh bien, on avait de la peine à demander à la population de ne plus y retourner parce que pour eux, tout ce qu'ils avaient comme moi, ils avaient investi dans ces maisons-là. Actuellement, s'il faut penser aux maisons ou aux constructions d'assistance ou des maisons sociales, telles qu'on le fait, il faut penser à Uvira. Moi, je pense que le gouvernement doit orienter son regard vers Uvira. Alors, à l'échelle nationale parlementaire, qu'est-ce qui a déjà été fait pour venir en aide à la population de ce coin du pays, leur protection, leurs biens et leurs richesses? Moi, c'est ma première législature. Parce qu'il y a eu plusieurs calamités avant que je sois là. C'est ma première législature. On n'a jamais débattu de la situation. Et je pense que même si on présente des calamités au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'on n'en prend pas avec assez de vigueur. C'est ce que moi je suis en train de comprendre. Parce que mon territoire a été victime de cette calamité aussi. Le territoire de Chabunda avait connu les inondations qui avaient emporté plusieurs écoles, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons assisté. Alors, nous devons aussi voir le ministère des droits humains ou d'assistance humanitaire et qu'est-ce que j'ai encore. On doit allouer plus de moyens à ce ministère, qui du reste peut intervenir chaque fois qu'il y a des catastrophes ou des calamités qui se déclarent dans un coin ou dans un autre. Parce que ce n'est pas seulement à Uvira que cela s'est déclaré. Ça s'est déclaré en Équateur, ça s'est déclaré, je pense, à Kindu, au Maniema, et ça s'est déclaré à Kisangani. Mais je ne vois pas comment est-ce que le gouvernement est intervenu. Donc, je pense que nous devons prendre des mesures, mais je venais d'apprendre à travers les réseaux sociaux, bien sûr, que le chef de l'État venait de déployer une équipe à Uvira pour les suivis, les constants et bien sûr, dans les cas éventuels, les assistances. Nous espérons tous vivement qu'après ce confinement, les calamités seront prises en compte au sein de l'Assemblée nationale. Ça vaut la peine, nous devons nous y mettre parce que cela n'épargne personne. C'est une situation qui nous concerne tous. Effectivement. Quelle situation pour l'alliance des forces démocratiques au sein de l'Assemblée nationale? Nous le savons que la paternité du parti du groupe parlementaire vous a été retirée au détriment de la partie dissidente. Alors, M. Hilaire Kikobia, comment avez-vous digéré cette situation au sein de l'Assemblée nationale? Voilà, et d'abord pour moi une occasion de saluer l'autorité morale du regroupement AFDC et alliés, le professeur Modeste Batilukwebo, qui est en train de connaître des guerres qui n'a pas d'issue, et qui est une guerre liée à la jalousie, due à la moisson abondante que nous avons faite, mais aussi une façon de vouloir bloquer l'avancée qui est observée de notre parti politique AFDC et regroupement AFDCA, qui du reste garde la deuxième position aujourd'hui dans notre nation.
Certes, vous connaissez comment nous avons été obligés de cette guerre qui s'est déclarée même au niveau de l'Assemblée nationale. Et cela ne te dit qu'au fait qu'on s'est opposé à la position qui était prise du choix du président du Sénat au niveau du Sénat. Parce que nous, on s'était dit, non, toutes les institutions ne pouvaient pas appartenir à un seul regroupement ou une seule plateforme, tout en étant une deuxième force de notre pays. Je pense que ça valait la peine que nous puissions garder une institution aussi. Tout est venu de là. Et si vous essayez de voir de près, moi je vais dire que la plateforme FCC est constituée de plus ou moins 23 ou 24 regroupements. Mais somme toute, nous constituons un seul regroupement, mais nous avions pu obtenir 44 voix et ils avaient obtenu 60. Et si vous répartissez le nombre de voix au nombre de regroupements, je vais vous faire voir que l'AFDC garde toujours la position utile. Parce que tous les regroupements constitutifs de l'FCC réunis avaient obtenu 68 voix. Et les regroupements AFDC et alliés en avaient obtenu 44. Pour vous dire que le professeur Modeste Bahati Lukwebo garde jusqu'aux preuves du contraire la confiance de tout un peuple et de la population congolaise. Ça, c'est une démonstration juste mathématique. Mais si nous allons maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, certes, tout le monde est parti en dehors de la loi. Personne n'a respecté, en commençant par la présidente de l'Assemblée nationale. Et les regroupements FCC. Personne ne peut nous montrer quel est l'article qui leur avait donné les pouvoirs de neutraliser ou de diviser les regroupements AFDC. Personne ne peut nous le dire. Donc, on ne peut pas se mettre à reprendre tout ce qu'il y a comme articles de différents textes de notre règle, en commençant par notre règlement intérieur et la Constitution. J'espère que pour nous, la FDC, nous sommes regardés parce que nous reconnaissons que l'état de droit est en train d'être installé et nous reconnaissons que les problèmes de la FDC au niveau de la justice. Puisque l'état de droit s'installe, vous avez été dans plusieurs cours sans pour autant obtenir gain de cause. Pensez-vous maintenant reprendre avec les démarches judiciaires? Vous savez que à chaque jour suffit sa peine. À un moment, on disait au président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, qu'il était une marionnette et qu'il était en train de suivre les orientations d'une plateforme et qu'il était sous la houlette de quelques gens. Mais aujourd'hui, quand il sort les griffes, parce qu'il avait eu le temps de comprendre les mécanismes fonctionnels de notre nation, et aujourd'hui, il est en train de sortir vraiment, de mettre au point les mesures coercitives pour que l'état de droit revienne. Et je pense qu'il ne fera pas exception pour le cas de la FDC alliée. Et nous, notre dossier est au niveau de là. Et d'ailleurs, comme on avait déjà changé les magistrats et qu'est-ce que j'ai encore, je fais confiance à notre justice actuellement. Je suis convaincu que la justice va se faire son travail et va retourner l'ascenseur acquis des droits. L'état de droit est en marche, l'ascenseur doit retourner acquis des droits. Merci honorable Hilaire Kikobia, je rappelle que vous êtes cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, membre et ancien vice-gouverneur de la province du Sud Kivu entre 2018 et 2019 et actuellement député national à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons épulché les questions portant sur l'engagement du parlementaire congolais à l'heure du Covid-19, l'insécurité au Sud Kivu, l'approche d'un fils du territoire, Hilaire Kasusa Kikobia, député national, mais également de la place de l'AFDC, chère au professeur Bahati Lukwebo au sein de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.